Bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui. Donc, moi je suis Christophe Biondini, je suis le président de Formatique Santé. Donc, Formatique Santé, une association qui a pour but la promotion des technologies d'information et de communication. Donc, on a la chance d'être un partenaire formation chaque année de ces belles journées. Donc, on va remercier les organisateurs de nous y associer. Donc, nous vivons un moment charnière actuellement, à savoir que la transition numérique est en plein essor et on sait que cet été vont arriver certainement des arrêtés qui vont un peu figurer tout ça, et on va discuter un peu cet après-midi de ce sujet-là. Donc en fait, cet atelier auquel vous êtes conviés s'intitule « Formation et accompagnement aux usages du numérique dans le secteur médico-social, du rêve à la réalité ». Donc, pour discuter de ce sujet qui est très vaste, nous avons, alors excusez Arthur Dauphin, chargé de mission chez France Assos. On aura une petite vidéo où on aura, concernant ce sujet-là, la voix des usagers. Ensuite, Julie Sadje, responsable recherche et innovation numérique chez ACI, aura aussi, elle, la voix des usagers, mais au travers de son institution, au travers des 107 établissements qu'elle manage, entre autres. Sera ensuite la voix de la formation, on va dire, aux professionnels. Donc, pour cela, Jean-Louis Martinez, qui est directeur d'un EHPAD dans la belle région du Gard, en Égual, vous parlera de ce fameux MOOC et SPOC qui est promu par Formatique Santé. Ensuite, Mathieu Faure, qui s'excuse de ne pas pouvoir être là, qui est directeur de projet délégation ministérielle au numérique et santé, sera la voix du législateur. Il nous fera, au travers de sa vidéo, un petit rapport régalien qui permettra de comprendre ces enjeux-là et surtout cet été ce qui va se passer au niveau des arrêtés, qu'on attend tous impatiemment. Et la conclusion viendra du professeur Maurice Ayot, donc département de physiologie clinique, entre autres, au CHU de Montpellier, et surtout responsable numérique au niveau de la faculté, qui sera la voix universitaire et qui fera un peu la synthèse de tout ce qu'on aura dit. Donc je vais demander qu'on passe la première petite vidéo, qui est celle de la voix des usagers. Nous sommes partie prenante de l'évolution de la stratégie du numérique en santé. C'était évidemment important que notre investissement s'appuie sur les attentes et les besoins de l'ensemble de nos concitoyens. C'était aussi important, dans le cadre d'une véritable démocratie en santé, qu'aux côtés des associations d'usagers de la santé que nous représentons, le comité citoyen aille plus finement dans la vie au quotidien et les représentations que pouvait se faire l'ensemble des citoyens sur l'évolution de cette stratégie du numérique en santé. Donc nous avons fait une étude et nous n'avons pas été surpris des résultats. Plus de 80% des personnes questionnées disent avoir une appétence pour ces nouvelles technologies qui doivent effectivement leur permettre d'être au plus près du système de santé, pour rentrer en contact au plus près du système de santé. Il n'empêche qu'après cette véritable appétence, on constate qu'il y a quand même quelques inquiétudes. Il y a une inquiétude effectivement d'abord sur est-ce que je suis en compétence de pouvoir accéder au numérique, la fracture numérique, etc. On va en parler tout à l'heure, l'inclusion. C'est une vraie réflexion. Et puis aussi la crainte que cela risque de déshumaniser la relation entre les patients et les professionnels de santé. Là encore, il nous faut travailler effectivement pour créer un lien véritablement humaniste et créer un véritable lien de confiance entre les équipes soignantes et les usagers de la santé. Mais particulièrement, ce sont les patients atteints de maladies chroniques qui attendent beaucoup de cet espace santé, de cette stratégie numérique en santé, particulièrement pour renforcer leur parcours de santé, c'est-à-dire créer plus de liens avec l'ensemble des professionnels de santé. C'est aussi pour mieux gérer leurs données de santé. Et très fondamentalement, c'est très intéressant de voir que l'ensemble de nos concitoyens comprennent ce que sont que les données de santé pour être mieux soignés pour eux-mêmes, mais aussi, effectivement, on peut utiliser ces données de santé pour améliorer aussi le système de santé, la prise en charge de l'ensemble de nos concitoyens, et aussi, effectivement, pour aider au suivi médical. C'est important pour eux d'avoir Donc, on voit bien qu'il y a une forte appétence de l'ensemble de nos concitoyens
à ce développement du numérique en santé. Ce que nous attendons en tant qu'association de patients, c'est qu'effectivement, après avoir travaillé d'une façon expérimentale et d'avoir essayé de faire participer un maximum de personnes et des associations d'usagers de la santé, il faut maintenant passer effectivement comment nous allons accompagner, former, accompagner, soutenir l'ensemble de nos 66 millions de concitoyens à s'approprier ces nouveaux outils. Pourtant, aujourd'hui, qu'on mette en place les moyens humains et les moyens financiers pour aller toucher toutes les populations, quel que soit l'âge ou quelles que soient les conditions sociales, pour pouvoir expliquer ce que sera demain mon espace santé. Je trouve d'ailleurs la formule extrêmement pertinente que d'avoir remplacé l'espace numérique en santé à mon espace santé. Là, on voit bien la personnalisation. Ouais. C'est mon espace santé, ça m'appartient, c'est à moi. Je le gère comme je veux. Et donc, je donnerai l'autorisation à qui je voudrais de pouvoir gérer mes données de santé et de pouvoir être le maître d'œuvre de la discussion, de l'échange avec qui je voudrais. Ça, c'est important. Je pense que c'est sur ces fondamentaux-là qu'il nous faut continuer à avancer pour aller toucher le maximum de personnes à ce qu'elles adhèrent, effectivement, et qu'elles participent à cette magnifique aventure. Je crois que là aussi, les associations d'usagers de la santé, mais aussi de l'ensemble des pouvoirs publics, doivent prendre conscience que maintenant, la deuxième étape, après avoir bien tout préparé, c'est d'aller toucher nos 66 millions de concitoyens. Bonjour à tous et à toutes. Du coup, moi, je vais vous parler. Je suis pas à la première slide. Voilà. Je vais vous parler de la stratégie que l'on porte à l'ASEI, donc au sein de notre association, en termes d'accompagnement et de formation des professionnels et des personnes accompagnées dans les structures et établissements, en vue de soutenir les usages numériques. Alors, quelques mots avant de vous parler des actions que l'on met en œuvre sur notre association. Donc, l'ASEI, on est une association gestionnaire d'établissements de santé. On a 2 établissements sanitaires et une centaine d'établissements médico-sociaux. Donc, le cœur de notre métier, c'est vraiment l'accueil et l'accompagnement des personnes en situation de handicap et de fragilité. Aujourd'hui, chaque année, on accueille à peu près 10 000 personnes en situation de handicap et de fragilité, à tout âge de la vie, avec des modalités d'accompagnement qui diffèrent et qui évoluent. Voilà, dernier petit point, pour vous donner un repère, on a à peu près 3 500 salariés sur l'association. Alors, le choix stratégique porté par l'association d'investir sur l'accompagnement et la formation des professionnels et des personnes accompagnées, il a émergé dans un contexte très spécifique en lien avec l'évolution de notre secteur. Alors, quand je parle du secteur, là, je vais faire un focus un peu plus sur le médico-social puisque c'est la majorité de notre activité. 2 points clés pour démarrer de ce contexte. D'abord, c'est le virage inclusif dans lequel on est depuis les années 2000 dans le secteur du handicap, qui en fait se caractérise par le passage d'une prise en charge dans des institutions il y a 20 ans à aujourd'hui des modalités d'accompagnement hors les murs qui nécessitent des réorganisations de façon à pouvoir permettre la collaboration entre partenaires multiples, l'accompagnement à distance le plus proche possible du secteur ordinaire. Deuxième élément clé dans cette évolution des usages, c'est l'évolution de la place de la personne accompagnée, de la place du patient dans le système, dans le parcours, puisqu'on lui donne de plus en plus la possibilité d'exprimer ses choix et de prendre part à la construction de son parcours. Pourquoi c'est important sur ce sujet ? Parce qu'en fait, le numérique est ici une opportunité, si les outils sont accessibles et adaptés, de pouvoir leur permettre justement cette expression et cette participation à leur parcours de santé. Alors, à ça vient de se rajouter la Covid, les tensions RH dont on est tous bien conscients aujourd'hui, qui font que nécessairement, on se réorganise et le numérique peut venir, en tout cas, en soutien dans ce contexte. Donc, multitude de nouvelles pratiques, multitude de nouveaux outils. Dans notre association, mais comme dans l'ensemble du secteur, ce qu'on a fait comme constat, c'est qu'il y avait des difficultés qui étaient rencontrées. Et c'est de ces difficultés qu'on a pu rencontrer dans la mise en place de nouvelles pratiques et l'utilisation d'outils parfois de façon un peu exotique, pas toujours très sécuritaire et très éthique, une nécessité d'accompagner les porteurs de projets et une nécessité de soutenir via la formation. Et donc c'est ces 2 éléments dont je vais vous parler en suivant. Alors pour commencer, par rapport à l'accompagnement, le constat qu'on faisait, c'était qu'il y avait beaucoup de super idées dans nos établissements et services
qui avaient du mal à passer le cap du projet. Et pour ceux qui passaient le cap du projet, encore plus de difficultés à se transformer ensuite en pratique pérenne. Et donc, on a souhaité proposer aux professionnels, donc là pour l'instant je vous parle vraiment des professionnels, un cadre, une méthode pour les accompagner de façon pédagogique, pas à pas, dans l'élaboration et la mise en place de leur projet. Alors cet accompagnement, il va se traduire par une aide au choix des outils en fonction de leurs besoins, mais aussi en fonction de la réalité de notre système d'information, des contraintes qui y sont liées. Il va se traduire aussi par l'aide à choisir des partenaires, à rechercher des financements, parfois à répondre à des appels à projets. Et c'est un élément très important, un soutien également à la mise en place de l'organisation nécessaire à l'utilisation de ces nouveaux outils. Et ça, c'est vraiment un point très important. Et enfin, l'idée, c'est aussi, une fois que la pratique est en place, de les suivre dans une logique de démarche qualité, en fait, dans une logique d'amélioration continue, en évaluant l'impact de ces nouvelles pratiques, à la fois pour vérifier que ce qu'on propose aux personnes accompagnées est de bonne qualité, mais aussi pour qu'on puisse ensuite le valoriser en s'appuyant sur des indicateurs précis et capitaliser au sein de notre association, mais aussi au-delà des murs de notre association. Alors bien sûr, cet accompagnement, il ne concerne qu'une petite partie des professionnels qui sont les porteurs de projets, qui ont souvent une appétence pour le numérique, ce qui n'est pas forcément le cas de l'ensemble des salariés et des personnes accompagnées. Et donc, il y avait un besoin d'accompagner l'ensemble de ces usagers finaux dans la transition numérique pour que chacun puisse en être acteur et en tout cas la vivre le mieux possible. La formation, donc c'est un sujet important, mais qui ne peut exister de façon opérante si on le prend de façon isolée et qui doit s'articuler avec d'autres actions. Alors, je vous ai mis ici quelques exemples d'actions que l'on met en œuvre au niveau associatif. D'abord, il y a un gros travail d'évaluation des besoins et des pratiques existantes, tant pour les professionnels que pour les personnes accompagnées qui utilisent déjà des outils. L'idée, c'est de bien faire le point là-dessus pour qu'on puisse ensuite évaluer quel était le chemin à parcourir et quelles étaient les actions de formation qu'il allait falloir mettre à leur disposition. Ensuite, en termes d'équipement et réseau, il y avait un niveau très hétérogène dans nos différents services et établissements. Si on envoie en formation des personnes qui n'ont pas d'ordinateur, ça peut paraître bête comme ça, mais tout le monde perd du temps parce qu'en fait, quand on revient dans son service, si on ne met pas tout de suite en œuvre les compétences, du coup, on les perd. La formation, une des limites, et donc là, je vais passer sur la partie accompagnement, c'est qu'on ne peut pas former tout le monde tout de suite. Et donc, nécessairement, on a besoin d'avoir des référents, d'avoir des personnes ressources dans les établissements pour permettre le ruissellement, en fait, de ce développement des compétences. Et enfin, dernier point, qui est aussi un point important et qu'on découvre, c'est tout ce qui est en lien avec le maillage territorial. Il y a beaucoup d'initiatives au niveau territorial portées par des dispositifs nationaux et régionaux qui permettent l'accompagnement des publics les plus éloignés du numérique dans cette transition numérique. Et donc, du coup, une de nos actions aussi, c'est de travailler avec les établissements pour qu'ils puissent identifier autour de leur établissement quelles sont les ressources qu'ils vont pouvoir activer pour la formation des personnes accompagnées et pour eux également. Donc un petit focus sur la formation des professionnels. Là, je vais vous parler donc vraiment professionnel toujours. On a fait le choix de démarrer par un parcours pour les professionnels parce que stratégiquement, ça nous semblait hyper important à la fois pour leur qualité de vie au travail, mais également parce que les professionnels, c'est des clés de transmission pour les personnes accompagnées. Il est difficile d'accompagner quelqu'un, une personne en situation de handicap, dans le développement de compétences numériques si soi-même, on n'est pas à l'aise sur ces thématiques. Donc on avait une offre de formation au sein de notre association qui était très axée sur l'informatique, voire sur la bureautique et qui était plus en adéquation avec les besoins des nouveaux types d'accompagnement qu'on avait dans nos structures. Donc on a travaillé sur un parcours de formation qui est modulaire pour pouvoir justement s'adapter aux besoins et aux niveaux initiaux de chacun, et évolutif, donc sur lequel on va pouvoir rajouter des modules en fonction de l'évolution des besoins et puis des dispositifs existants. Un petit zoom sur le design global du parcours. Alors, sans rentrer dans le détail, hein, le message qu'on voulait montrer aujourd'hui, c'était... ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, c'était voilà, ce choix qu'on avait fait de se dire, allez, on va investir sur un module qui est un module de fondamentaux, qui est pour l'ensemble des salariés, quel que soit leur professionnel, et qui vise à leur permettre d'acquérir une compréhension
de qu'est-ce que c'est que le système d'information dans mon établissement, à qui je vais pouvoir demander si j'ai un problème avec mon ordinateur, à qui je vais pouvoir... Enfin voilà, il y a des choses qui sont très incarnées, très factuelles, et en même temps aussi une ouverture sur les enjeux et les risques en lien avec les nouvelles pratiques. À l'issue de ce module des fondamentaux, le professionnel va se positionner sur un choix d'autres modules en lien avec ses besoins propres. Ces modules, certains sont en présentiel, on est quand même plutôt sur des formats courts, et d'autres sont en distanciel. On a co-construit l'ensemble de ces modules avec différents organismes de formation. Certains modules existaient, d'autres ont dû être créés complètement. Et dans ce cadre-là, on a notamment travaillé avec Formatique Santé pour la co-construction d'un MOOC. Alors, je ne vous en dis pas trop parce que je ne voudrais pas spoiler Jean-Louis qui va vous en parler plus en détail tout à l'heure. Nous, on est très contents d'avoir pu mettre à disposition de nos professionnels de ce MOOC parce qu'il y avait vraiment un trou dans la raquette sur tout ce qui était e-santé. Et donc là, ça va leur permettre de pouvoir avoir une compréhension de base sur ces éléments-là. Et donc je terminerai par quelques points de vigilance, en tout cas quelques difficultés qu'on a pu rencontrer sur cette première année de fonctionnement et qui va nous permettre de réorienter nos actions de formation et d'accompagnement pour la suite. Premier point, c'est en lien avec les difficultés organisationnelles de la formation en présentiel. Donc je vous le disais tout à l'heure, on a certains modules qui sont en présentiel, malgré le fait qu'on a essayé de les travailler sur des formats très courts. C'est difficile pour les équipes de direction de détacher des personnes pour les envoyer en formation du fait des grosses tensions RH. Donc du coup, on va retravailler sur des formats plus courts encore et sur site dans la mesure du possible pour éviter les déplacements sur l'organisme de formation. Et on va aussi accentuer le travail sur le distanciel. Deuxième point, c'est sur l'aspect pédagogique en lien avec le timing de la formation. Alors j'en ai parlé tout à l'heure sur le fait de partir en formation si j'ai pas d'équipement. Il y a aussi un autre point qui est apparu vraiment important, c'est que s'il n'y a pas un projet dans le service ou dans l'équipe qui parle dans la pratique pour les professionnels, c'est difficile de se projeter dans une formation. Donc là, à présent, on est vigilant à bien poser la formation au moment du démarrage du projet, de façon à ce que ça puisse prendre sens pour le professionnel dans sa pratique du quotidien. Dans les actions à venir, on a un projet qui va être dédié spécifiquement à la formation des équipes de direction et d'encadrement de proximité. Pourquoi ? Parce que ces professionnels-là ont aussi dans leur pratique de plus en plus d'outils numériques à maîtriser et aussi parce que finalement, ils sont les garants de l'évaluation des besoins de leurs collaborateurs et également les garants de l'organisation nécessaire pour renvoyer les professionnels en formation. Donc on va le travailler également avec Formatique Santé dans un format SPOC, donc plus spécifique, qui sera un format vraiment spécifique pour cette population, court et avec un mix avec du synchrone et de l'asynchrone. Voilà pour ce que j'avais à vous dire sur notre parcours de formation. Merci Julia. Donc on gardera quelques questions pour la fin. Donc notez-les si vous en avez, comme ça on fera un petit retour en arrière. Je laisse la parole. Avec plaisir. Alors déjà, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin, ou cet après-midi plus exactement. Ça commence bien. Hein. Et puis merci aux interprètes de pouvoir rendre accessible ce format. Donc merci vraiment. Donc ensuite, concernant la formation, vous savez tous que Formatique Santé a créé un MOOC sur la question de la e-santé. Oui ? Alors, moi je suis représentante des usagers. On m'a proposé une formation il y a à peu près 3 ans. On m'avait donc proposé de participer à ce type de formation et il y a une dame qui est là, ici présente, j'ai oublié votre nom, je suis désolée, madame en rouge là-bas, qui m'avait contactée pour me dire comment est-ce qu'on peut faire avec des sourds, comment est-ce qu'on peut travailler, est-ce que les sous-titrages ça suffit et tout. Et donc on a travaillé ensemble et en janvier sur des sous-titrages et de la formation à distance. Et moi je suis devenue donc représentant des usagers grâce à ces formations avec des niveaux de plus en plus élevés. On est 2 aujourd'hui RU, sourds. En France, il n'y en a pas d'autres. On est tous les 2, tout seuls, à représenter les usagers sourds. C'est une première étape.
Alors, pardon. Hein? Merci. J'ai dit bravo, tout simplement. Alors, pour continuer, tout simplement, la création, effectivement, d'une formation, ça ne se fait pas tout seul. Surtout quand c'est une formation qui se construit à partir du terrain. Et donc, vous avez ici un panel de partenaires qui ont souhaité participer à cela. Et comme vous le voyez, ce sont des gens qui sont situés dans différents lieux. Donc, vous avez avec des organismes de formation, avec à un moment donné des fédérations, avec des gestionnaires, et puis des personnes qui sont... et ils viennent de différents endroits, Bretagne, région parisienne, sud de la France, pardon pour les EI. Mais aussi il y a Gérontopole qui est du côté de PACA. Et La Réunion aussi. Merci Lisette. Donc le nom de la personne que vous n'avez pas réussi à trouver tout à l'heure, c'est Madame Lisette Cazelet. Voilà. Ok. Donc ce genre de formation ne se fait pas tout seul. Ça, c'est un premier point. La preuve, c'est qu'on avait besoin effectivement de différentes compétences et que c'était une bonne chose que de pouvoir les trouver. Donc merci à ceux qui ont pu y participer. Ensuite, c'est une belle chose de voir à un moment donné que toutes ces personnes soient mises ensemble pour travailler ensemble et qu'on puisse mettre en œuvre ces actions-là. Mais encore faut-il savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Pour cela, alors je vous rassure, hein, je vais juste voir le rond vert. Hein. Le reste, je vous le laisse parce que ça va ultérieurement, vous pourrez le regarder d'une manière un peu plus précise. C'est les différentes modalités de développement de compétences au niveau formatif. Et donc, on s'est pratiquement uniquement axé sur la question de la réflexion, de la logique de la réflexion pour l'action. C'est-à-dire, à un moment donné, une démarche qualité, qui a été évoquée tout à l'heure par Julien, dans une perspective non pas qualiticienne, où on a des cases à cocher, hein, tout simplement, hein, mais dans une démarche où on veut progresser dans notre travail, avec une réflexion sur nos pratiques professionnelles, c'est-à-dire sur quelque chose qui porte du sens pour nous en tant que professionnels, et aussi en partenariat avec les usagers, tout simplement. Donc pour le reste, je vous laisserai découvrir les choses. L'objectif, pour nous, ce n'est pas forcément et fondamentalement, dans un premier aspect, une acculturation de notre démarche, puisqu'on pense qu'il y a plein de choses positives qui sont accessibles au niveau numérique dans le secteur de la santé, c'est-à-dire dans le secteur sanitaire plus médico-social. Et qu'est-ce que cette littératie numérique ? Pour nous, c'est la capacité à participer de manière critique, c'est évident, et constructive, et pouvoir attacher les deux mots ensemble, à une société qui utilise le numérique dans une visée globale, comprise comme la combinaison de capacités technologiques, de compétences intellectuelles et de comportements éthiques. La démarche est bien, effectivement, d'arriver dans cette globalité. On est dans une approche plus ou moins systémique. Et cette approche-là permet d'avoir une vision extrêmement large, ce qui correspond aussi avec la globalité de nos prises en charge et de nos accompagnements au niveau du secteur médico-social, social et sanitaire. Les différentes personnes qui ont participé au niveau du projet, financièrement, parce qu'on parle bien souvent effectivement peu de cet aspect-là, mais ça me semble important effectivement que vous sachiez que Formatique Santé a mis la main à la poche, qu'Aléa, qui est une société de conseil, a mis la main à la poche, que Gérontopole Sud, qui est un organisme qui accompagne les maisons de retraite et qui est dans une démarche de recherche, aussi Ressourcial, qui est plutôt orienté vers la formation et le droit, ou Teranga, qui est effectivement un éditeur de logiciels. Voilà. Et qui nous ont permis effectivement de concrétiser ce MOOC, parce que quand vous construisez quelque chose, évidemment, il y a toujours une partie financière qui est à prendre en compte. Et ce serait irréaliste de la mettre de côté. Ensuite, concernant ce MOOC, on a travaillé aussi avec un comité de pilotage qui a permis de faire ce travail, qui s'est adjoint à un comité scientifique pour que nous puissions être un petit peu dans les clous sur ce que nous disons, pour pouvoir aussi rendre compte. Et ce n'est pas uniquement on travaille ensemble, mais aussi on rend compte, on répond de ce que l'on fait, on répond à un moment donné de nos engagements pour s'expliquer. Pas forcément pour se justifier, hein, c'est toujours pareil, mais au moins pour s'expliquer et pour aller chercher dans le partage, à un moment donné, des orientations qui soient peut-être meilleures, qui soient positives et qui soient constructives. Voici le nom des différentes personnes. Jean-Pierre Aquino, Yann Lebert, Sandra Berthézen, François Brisky, Christophe Jeunesse, Roland Olivier, Robert Picard. C'était important que vous puissiez les connaître.
Les objectifs globaux, alors c'est de pouvoir identifier les usages actuels du numérique. Bon, vous les avez sous les yeux, de découvrir les projets nationaux, parce que encore une fois, il y a des choses qui se passent et on a plutôt intérêt à se renseigner. Et bien souvent, on est en manque d'informations. Et la première démarche, effectivement, c'est d'aller dans cette logique, d'aller rencontrer soit les gens, soit sur les sites internet qui existent, soit de participer à ce type de réunion. Les différents modules de construction à un moment donné de la formation concernent, dans un premier temps, au niveau du module 1, le paysage numérique global, la question du dossier de l'usager, la question à un moment donné aussi des communications et des échanges en termes d'information, c'est-à-dire tout ce qui est via trajectoire, le ROR, tout ce qui concerne à un moment donné la santé numérique, la question des usages de télésanté, et enfin, à un moment donné, ce qui existe dans notre secteur, qui est porteur de cette démarche. Et donc pour cela, vous aurez tout intérêt à réserver une petite date en septembre, octobre, novembre, parce qu'on va probablement reconduire ce qu'on vous a proposé en janvier, février, mars. Les questionnements qui se sont produits à un moment donné, qui ont été suscités au travers de cette première démarche, c'est effectivement la question des écrits professionnels, où beaucoup de professionnels se sont posé la question, ok, mais c'est sympa, mais sur le fond, qu'est-ce qu'on marque dans notre démarche? Donc ça a été un sujet qui a été traité et qui est toujours accessible. Le deuxième, et celui-là on n'en est pas peu fiers, c'est la question du téléaccompagnement. Au début, je pensais que le téléaccompagnement que nous mettions en œuvre, ou en tout cas la formulation du téléaccompagnement, était nouvelle. J'ai regardé un petit peu en faisant quelques recherches, ce n'était pas du tout le cas. Ça existe au minimum depuis 10 ans, et c'est une société de Nancy qui avait commencé, en tout cas je suis arrivé jusque-là au niveau de mes recherches, qui avait commencé en relation avec la santé et le sport à pouvoir faire ce genre d'accompagnement à distance avec leurs patients. Et ça se l'appelait de mémoire Vas-y. Donc allez-y. Ensuite, évidemment, l'éthique et le numérique. Il n'est pas possible d'utiliser l'outil numérique sans penser la relation, sans penser le comportement, sans penser la visée éthique de ce que l'on veut faire. Et ça, c'est indispensable. C'est-à-dire qu'il y a un cadre dans ce contexte-là, et on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment, et l'outil ne doit pas passer en plus de la relation. Différents professionnels, et donc 840 participants, 607 professionnels, et la chose la plus, pour moi, remarquable, c'est que des kinés, donc formation sanitaire, et des EduxP, formation sociale, médico-sociale, ont suivi le même cursus de formation. Autant on peut avoir une démarche en interne avec différentes formations à l'intérieur de l'éducation spécialisée ou à l'intérieur du sanitaire, mais pour moi c'est une des premières fois où je vois que 2 promotions différentes font ensemble la même formation ou le même cursus. La répartition géographique à un moment donné des MOOCers, donc vous en avez sur le nord de la France, la région parisienne, la région lyonnaise et après principalement sur le pourtour méditerranéen. La dimension du certificat, donc vous avez les Open Badges et le certificat signé par Formatique Santé qui est certifié Calliope. Ça veut dire que c'est une formation qui est qualifiante en tant que telle puisqu'on respecte un processus pédagogique. Et quand vous le mettez en œuvre, vous répondez à des objectifs qui correspondent à terme pratiquement au nouveau référentiel qui vient de sortir sur la question de la santé. L'évaluation atteinte pour des objectifs personnels des MOOCers, vous voyez 40 plus 35, ça fait 75, 75 plus 15, 90. Donc vous avez 90% des personnes qui ont répondu à leurs objectifs personnels au travers de ce MOOC. Donc c'est plutôt satisfaisant. Et est-ce que vous conseilleriez ce MOOC à d'autres personnes? Vous avez à peu près la même configuration. Un petit peu moins, semble-t-il, mais on est autour des 90% aussi. Voilà. Ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, on est assez fou pour recommencer,
tout simplement, et pour vous réinviter sur la période du mois de septembre, octobre et novembre à refaire ce MOOC qui sera probablement, certainement, amélioré en fonction effectivement des actualités qui seront en cours. Voilà. Après, on est dans une démarche de proposition de SPOC, comme vous l'a dit Julia tout à l'heure, où il y a la possibilité pour des associations, des entreprises, d'être accompagnées sur ce domaine-là et de pouvoir ainsi être au bénéfice de cette formation de formateur-tuteur pour continuer à alimenter et à aller de l'avant dans ce domaine du numérique. Et enfin, un projet de formation au numérique pour les personnes accompagnées et pour les aidants qui est en gestation pour l'instant. Voilà. Bah, écoutez, merci de votre attention et puis plein de bonnes choses à vous. Merci Jean-Louis. On va passer la vidéo de Mathieu Faure qui va nous faire un point au niveau régalien, c'est-à-dire ce qui est en train de se passer sur les arrêtés ministériels qui vont avoir, normalement, on espère, être votés, en tout cas qui sortent cet été. Voilà, je suis ravi de pouvoir intervenir aujourd'hui. J'aurais été bien entendu encore plus ravi de pouvoir être avec vous en présentiel. Je tiens à remercier chaleureusement l'association Formatique Santé pour son invitation. Et donc, je me présente. Je m'appelle Mathieu Faure. Je suis directeur de projet à la DNS, la délégation ministérielle au numérique en santé. Et je vais vous parler aujourd'hui de l'ensemble des actions que nous menons sur la formation à la santé numérique. Alors, tout d'abord, un petit contexte. Il y a à peu près 4 ans de cela, nous écrivons donc la feuille de route du virage du numérique en santé, dont nous venons de publier un premier bilan, feuille de route qui s'est vu grandement accélérée par le Ségur numérique de la santé, c'est-à-dire les 2 milliards d'investissements pour accélérer l'échange et le partage de données. Et enfin, l'année dernière est arrivée la stratégie d'accélération santé numérique, programme dont la formation fait grandement partie. Cette stratégie d'accélération santé numérique, c'est un programme interministériel qui est donc porté à la fois par le ministère de l'économie, le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et le ministère de la santé et qui veut faire de la France un leader en numérique en santé. Il se décline selon 5 axes et on s'aperçoit que la base, en fait, du coup, de ces 5 axes, la base de la fusée, là, c'est la formation. Et donc, ce qui est déjà très intéressant dans ce programme, c'est qu'il pose comme préalable que la formation est la condition sine qua non de la réussite de l'ensemble des actions de cette stratégie. Si on souhaite du coup promouvoir et accélérer les échanges et le partage, mais surtout les usages du numérique en santé, c'est très très bien en fait d'accélérer la recherche, du coup la maturation, de permettre d'expérimenter des solutions, mais avant tout, on se doit d'avoir des professionnels qui sont formés au numérique en santé. Donc si on fait un zoom sur ces actions du coup de la formation, on s'aperçoit qu'ils se mettent selon 4 sous-axes, donc nos 4 colonnes, et chaque colonne ayant sur un public différent. Tout d'abord, bien entendu, sur les principaux, les professionnels de santé, médicaux, paramédicaux, mais également travailleurs sociaux. Enfin, c'est ce qu'on appelle les experts du numérique en santé, les ingénieurs, juristes, professions réglementaires et les directions d'établissement. Troisièmement, et non des moindres, bien entendu, c'est les citoyens, et surtout dans une vision de lutte contre les fractures numériques. Et enfin, quatrièmement, un sujet un peu spécifique, d'attractivité des métiers du numérique au sein de l'hôpital et du médico-social. Et donc, on s'aperçoit que rapidement, on a essayé, en embrassant de façon aussi large, d'avoir tout l'écosystème et se dire, c'est bien entendu les professionnels de santé qui sont au cœur, mais si derrière, on n'a pas notamment des ingénieurs dans les établissements ou qui produisent des solutions du coup numérique, mais pareil pour les autres professions, bah forcément, on n'aura pas ces usages-là. Et donc, vous voyez d'ores et déjà 2 petits logos apparaître. Le premier, AMI, appel à manifestation d'intérêt, dont j'aurai l'occasion de reparler un petit peu plus tard. C'est ce qui va permettre de financer cet enseignement-là en formation initiale. Et PIX, qui est la plateforme d'évaluation que nous sommes en train de développer, dont j'espère avoir l'occasion un jour de revenir vous parler. Alors, sur cette formation, le premier élément du coup que nous avons fait, c'est définir quelles sont les compétences de base. Et donc, pour cela, nous avons défini un référentiel de compétences. Donc, nous ne l'avons pas défini nous seuls, dans notre ministère du 7e arrondissement. Nous avons pris, bien entendu, les représentants des professions médicales, paramédicales, de la pharmacie. Et donc, vous voyez à l'écran s'affiche l'ensemble des représentants, que ce soit tant au niveau des doyens, des représentants des institutions, mais également au niveau des étudiants. Et donc, ce groupe de travail-là a défini un premier référentiel. Ce référentiel est défini en 5 domaines et 15 compétences. L'objectif pour nous, c'était d'avoir les compétences de base, donc ce référentiel socle,
Bien entendu, nous pouvons y rajouter chacun des compétences, mais surtout, ce sont des compétences transversales. C'est-à-dire que l'ensemble des professions que nous devons voir se doit avoir les mêmes compétences, parce qu'on sait bien que le numérique, en tant que tel, c'est un formidable outil d'échange et d'interprofessionnalité, et donc forcément, les compétences et voire même les enseignements se doivent du coup d'être communs. Nous retrouvons bien entendu tout ce qui est lié à la donnée de santé. C'est du coup souvent le plus important. Qu'est-ce qu'une donnée de santé? Quelle est la réglementation qui prévaut? Ensuite, de la cybersécurité, notamment tout le concept d'hygiène numérique et des bonnes pratiques à avoir. Troisièmement, c'est la communication, bien entendu, entre professionnels, avec les patients, mais également avec les institutions. Quatrièmement, c'est l'ensemble des outils liés au numérique. L'objectif, là, n'est pas d'être expert dans tous les outils, bien entendu, mais de comprendre la galaxie qui existe et surtout connaître les bonnes questions que l'on se doit de poser lorsqu'on va adopter un nouvel outil numérique en santé. Et je me permets d'insister, également comment accompagner son patient ou son bénéficiaire. Car nous sommes persuadés que le numérique en santé est un formidable outil d'accès à la santé, mais qui se doit d'être accompagné. Et qui de mieux que le professionnel de santé pour accompagner son patient, pour dire si vous devez utiliser telle ou telle application, voilà les bonnes questions à vous poser. Et enfin, et bien entendu, télésanté, et là, l'ensemble des activités qui sont liées à la télésanté, à la télémédecine, téléexpertise, téléconsultation, pour savoir notamment comment sa pratique, elle, peut évoluer en fonction de l'évolution des technologies. Ce référentiel de compétences, donc comme je dis, nous souhaitons que ce soit un référentiel unique, c'est-à-dire qu'il s'adresse en formation initiale et nous sommes en train de travailler sur un arrêté transversal pour le rendre obligatoire. Donc nous reprenons l'ensemble des formations que je venais de vous parler et donc dès cet été, nous sommes en train de faire qu'un arrêté rendra obligatoire l'enseignement de ces compétences. Bien entendu, nous laisserons aux établissements de 1 à 2 ans pour mettre tout ceci en place. Pour information, c'est la première fois dans l'histoire de l'enseignement de la santé en France qu'un arrêté est aussi transversal. Mais nous souhaitons également qu'il prévoit en formation continue. Et nous avons des travaux avec l'Agence nationale du DPC assez avancés là-dessus pour qu'il intègre la prochaine triennale en tant qu'orientation prioritaire et bien entendu également sur l'évaluation avec les travaux sur PIX Pro Santé. Voilà du coup tout ce que nous pouvons dire au niveau du référentiel de compétences numériques en santé. Nous espérons bien entendu ne pas nous arrêter là et travailler sur les autres professions qui n'ont pas encore été ciblées. Je pense principalement du coup aux aides-soignants, aux ASH, aux auxiliaires de vie, aux travailleurs sociaux. Enfin, nous avons défini du coup un référentiel, nous allons le rendre obligatoire, mais nous accompagnons ceci d'un financement assez inédit via un appel à manifestation d'intérêt, donc CMA, compétences et métiers d'avenir, doté de 71 millions d'euros. Il est sorti en décembre de l'année dernière. Il y a une première levée qui s'est réalisée du coup en février, une deuxième en juillet et une troisième aura lieu soit à la toute fin de l'année, soit en début 2023. L'objectif de cette AMI, c'est tout simplement de fournir aux universités à secteur santé, mais également aux établissements de formation paramédicaux, les moyens de pouvoir enseigner le référentiel que nous venons de voir. Et donc, il s'adresse aux universités et secteur santé qui doivent se mettre impérativement avec les établissements de formation paramédicale. Parce que nous voyons là aussi la transversalité. Nous n'avons pas souhaité que les UFR répondent dans leur coin ou les IFSI de l'autre. Nous avons souhaité qu'elles se mettent principalement par territoire, ensemble, pour mutualiser des ressources, des outils, des compétences et pourquoi pas des enseignements. Voilà. Cette AMI concerne également, dans une moindre mesure, mais c'est quand même du coup important de le signaler, l'enseignement des ingénieurs, des juristes, des professions réglementaires et des directions d'établissement. Voilà toutes les actions que nous menons d'ores et déjà en fait sur la formation initiale. Nous avons une première levée dont les résultats vont être publiés d'ici peu. Nous sommes assez ravis. Nous avons hâte de voir la deuxième levée et puis surtout nous espérons pouvoir toucher l'ensemble des établissements ainsi avec les 3 levées qui vont se dérouler. Voilà tout ce que je pouvais vous dire au sujet de la formation numérique en santé. On pourrait bien entendu aborder un petit peu plus grandement la formation continue ou l'évaluation, mais voilà, je ne manquerai pas en fait de pouvoir, et je l'espère du coup très peu, revenir vers vous en fait ou dans d'autres circonstances. Merci beaucoup, excellente journée, excellents travaux. Voilà, avant de donner la parole au professeur Ayo, je vais simplement vous dire qu'à la sortie, on pourra vous distribuer un référentiel, donc de telle sorte que vous puissiez avoir ces 15 points de façon un peu plus précise. Et si vous le désirez, laissez vos mails et on vous l'enverra de façon numérique. Professeur. Merci pour cette invitation, mesdames, messieurs, bonjour. Maurice Ayo, je travaille à l'Université de Montpellier, au CHU de Montpellier.
et à l'université, plus spécifiquement à la faculté de médecine, mais la formation, l'accompagnement à la santé numérique, eh bien, ça m'a conduit, ça m'a poussé, ça m'a obligé à sortir de ma faculté. Et donc, ça tombe bien parce que Mathieu Faure a parlé de cette initiative France 2030, plan d'investissement d'avenir. Alors, il y a des grands mots, compétences et métiers d'avenir. Et en fait, c'était finalement un défi que de répondre entre le 22 décembre, la veille du jour fatidique, et puis de répondre en moins de 2 mois à cet appel à manifestation d'intérêt. Ça a été un défi parce qu'il a fallu réfléchir très vite, mais peut-être avions-nous quelques idées, je ne sais pas. Et donc on a proposé de créer l'école de santé numérique, alors de l'Université de Montpellier et de ses partenaires, pour pouvoir mener ce projet de formation dans le volet santé numérique qui vous a été présenté. Je vais passer les éléments. Ce que vous voyez ici, c'est la jolie fusée mise à l'envers pour dire qu'en premier lieu, c'est former. Il y a un mot qui m'a surpris au début, c'est que la stratégie d'accélération de santé numérique demandait à ce qu'il y ait une formation massive au métier du secteur sanitaire et médico-social, et puis aux expertises. Et puis tout le reste, ça viendra ensuite, nous dit-on. Mais c'est vrai, il y a un encouragement à l'innovation, à développer, à déployer les solutions numériques et les pratiques. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que, certes, la France soit un leader, mais que l'ensemble des professionnels du domaine sachent de quoi ils parlent. Et je crois que nous avons eu récemment des exemples qui ont montré comment on était bloqué à un moment alors que les outils existaient. Nous avions de quoi pouvoir suivre nos patients et pour lequel on nous a dit que finalement on ne pouvait pas les accueillir alors que les solutions existaient. Donc il fallait changer ça. Alors former en santé numérique, ce que demandait cette AMI, alors c'est devenu mon ami. Alors ce que j'ai juste dit, c'est que finalement à l'université, on a demandé qui ça intéresse. J'ai eu la bonne idée de lever la main. Et donc, on m'a dit, tu es le porteur. Et je porte, mais pas tout seul. 5 actions, c'est ce qui a été dit. Alors, les actions, sur la première action, c'est les professionnels de santé et du médico-social. C'est ce qui a été présenté tout à l'heure par Mathieu Faure. Avec tout de même des choses intéressantes, c'est qu'il faut former aux compétences génériques, celles qui vous ont été présentées. Et puis, il faut aller peut-être réfléchir aussi aux compétences spécifiques qui sont nécessaires par ces nouveaux outils, même s'ils ne sont pas tout à fait nouveaux, par ces nouvelles organisations que le numérique nous permet d'avoir, par cette nouvelle pratique et cette relation différente que l'on peut avoir avec les personnes atteintes de pathologies diverses, qu'elles soient chroniques ou pas. Et puis, vous voyez les autres actions qui étaient proposées dans cette AMI. C'était les spécialistes du numérique, des technologies, c'était les dirigeants d'établissements de santé ou médico-sociaux, c'était les juristes, et puis c'était aussi les affaires réglementaires. Donc il a fallu, en très peu de temps, réunir, j'allais dire, tout ce beau monde pour essayer de mener un projet et de l'amener jusqu'à, finalement, une proposition. Alors, il se trouve que dans notre environnement, à l'Université de Montpellier, on avait déjà quelques éléments. On avait des formations de professionnels de soins et de santé, avec le DIU national de télémédecine, un DU orienté vers le métier de la pharmacie. On avait aussi des parcours de master, donc master 1, master 2, à la faculté plutôt de santé. Et puis, on a mené, alors ça, ces initiatives-là, ces formations étaient des formations que nous avions créées il y a quelques années. Alors, vous voyez, sur l'action 1, c'était déjà en place. Sur l'action 2, les spécialistes du numérique, on a créé un master qui s'est appelé au début STIC et santé, et ensuite qui est devenu Sciences et numérique pour la santé. Et nous avons diplômé jusqu'à... Je n'ai pas fait le calcul précisément avant de venir, mais on est au moins à 500 diplômés depuis qu'on a créé ces masters. Donc on avait déjà une expérience dans le domaine, mais également en management à travers des diplômes d'université pour la formation
de directeur d'établissement, par exemple, un master sur le droit du numérique et le droit de la santé, et puis enfin une très belle formation en ingénierie de santé. C'était vraiment quelque chose qui a mené aussi notre réflexion sur l'ingénierie de la santé et les dispositifs médicaux. Alors on s'est dit, avec ça, on va quand même pouvoir faire quelque chose. Et puis, bon, on s'est dit, on n'est pas tout seul, il n'y a pas que l'université, il y a des partenaires possibles, et on est allé les chercher. Alors, quel est notre objectif? L'objectif, c'est de dire, bon, d'abord, on va construire une école. Bon, en fait, ça va être une école hors les murs. Hein, elle va être tout aussi virtuelle, numérique, je dirais, pour une partie. Avec l'objectif, c'est de former nos étudiants, alors je dis nos, mais rien ne m'appartient ici, nos professionnels qui doivent effectivement, mais je vous l'avais très bien dit avant, je crois que c'est ce que Formatique Santé développe depuis, j'allais dire, si longtemps, une éthique en santé numérique. Il est clair qu'il faut accompagner également les étudiants, accompagner les professionnels, essayer d'avoir une pédagogie qui permette de proposer quelque chose d'un petit peu différent. Et vous avez présenté des expériences tout à fait intéressantes, inclusives, je trouve que c'est très important. Construire et co-construire avec les partenaires. Donc, on a fait des propositions qu'on a mises, je dirais, sur la table et qui sont même actuellement en cours de réflexion, hein, pour essayer d'atteindre l'excellence. L'excellence, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'assurer qu'il y ait une formation qui réponde à des besoins. Et puis, l'idée aussi, c'était de proposer un modèle. Parce que dans cet appel à manifestation d'intérêt, il fallait arriver à avoir un modèle transposable que l'on puisse proposer dans d'autres domaines. Alors, ces différents compétences, vous les avez vues, Mathieu Faure en a parlé, donc je vais les passer, puisqu'il en a largement évoqué. Ici, en tout petit, je vous laisserai les découvrir. C'est finalement, les professionnels de santé, on va les former, mais dans les différentes actions sur les technologies, sur les juristes, sur les affaires réglementaires, on va proposer des parcours projets, c'est-à-dire que les étudiants, on va les mettre ensemble, quel que soit leur profil, pour construire un projet de master. Donc là, on n'est plus dans le professionnel de santé qui va apprendre son métier de soignant ou l'organisation, mais on va proposer d'autres dispositifs pour amener à un niveau de master, ce qui était proposé dans cette AMI. Alors, bien sûr, réfléchir, concevoir de nouvelles formations pour les nouvelles compétences. Elles se développent, on les découvre, et parfois ce sont des nouveaux métiers. De nouvelles compétences, de nouveaux métiers à réfléchir, soit pour accompagner les patients, intégrer les structures de soins, accompagner les professionnels dans les institutions, ou alors travailler sur les données. Donc vous voyez qu'on a pas mal de possibilités et qu'il va falloir y réfléchir avec une sorte de Fab Lab, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Alors on a fait une petite image, alors ça rappelle celle de la DNS, peut-être vous la connaissez, avec un socle, que sont les acteurs qu'on a réunis, des objectifs pédagogiques que l'on va adapter sur l'idée de faire une pédagogie que j'ai qualifiée, qu'on a qualifiée de précision. On va faire de la pédagogie de précision, c'est-à-dire qu'on va aller personnaliser, basé sur les preuves et sur les pratiques, avec un campus virtuel qu'on va développer et un campus physique, c'est-à-dire les différents secteurs où on va pouvoir travailler. Alors je vais m'arrêter là peut-être pour vous montrer cette très jolie école. Alors on ne l'a pas faite toute seule, on l'a fait avec tous ses partenaires. Je tiens à dire que Formatique Santé fait partie de nos partenaires et entre dans le consortium. Je vous remercie beaucoup de votre collaboration naissante, puisque depuis, j'allais dire 48 heures, nous savons que nous avons été retenus par l'AMI, et donc c'est un porteur de projet très heureux qui est venu vous voir aujourd'hui, et j'espère que l'année prochaine, l'année suivante, on vous racontera la suite, c'est-à-dire comment on a conçu, développé, déployé des formations pour accompagner finalement nos patients. Je dis toujours nos, c'est vraiment une déformation. Merci pour votre attention. Merci pour ces bonnes nouvelles. Je demande à ton le temps d'une ou deux questions. Merci.
Des questions dans le public? L'association Savoir Patient fait-elle partie des dispositifs sur alors c'est pas pour la formation des professionnels, mais c'est pour la formation des patients. Donc première question. Et est-ce que vraiment il y a des représentants d'usagers pour pouvoir effectivement former des usagers aussi directement? Et dernière question sur la place des médiateurs numériques dans le développement de ces nouvelles formations. Il y a de plus en plus de médiateurs numériques dans plein de domaines, mais dans le domaine de la santé, pas encore. Il y a l'APTIC qui encourage le développement des médiateurs numériques au sein des mairies pour accompagner dans des démarches administratives qui sont passées sur le numérique. Qu'en est-il dans vos projets sur les médiateurs numériques dans la santé? Oui, merci pour cette question. Elle est très importante. La réponse, c'est oui. Il y a nous avons sollicité France Asso Patients, donc il y a des représentants des patients. Nous avons également sollicité le groupe, enfin le domaine de l'éthique, avec qui réunit à la fois des professionnels de santé, des sciences humaines et sociales et des patients à travers la réflexion régionale d'éthique. Nous avons donc également finalement ces usagers, comme il est habituel de les qualifier. Alors pour les médiateurs, je dirais la réponse c'est pas encore. Et d'ailleurs, si on est ici, c'est parce qu'en fait l'idée c'est que c'est aussi inclusif. C'est-à-dire que là, vous êtes ici et vous êtes certainement intéressé, concerné. Si vous êtes là, c'est qu'il y a une idée ou un besoin ou alors une proposition. Donc j'allais dire, venez travailler avec nous. Et puis en plus, dans cette belle région Occitanie, on a 2 beaux projets qui ont été retenus. Donc vous avez largement de quoi faire et je retiens la proposition. Voilà, merci à tous les participants, merci à nos intervenants qui ont été brillants, qui ont tenu le temps remarquablement bien. Merci aux techniciens parce que pas d'anicroche, super. Et puis à nos interprètes, franchement, beau travail, magnifique et puis admiratif de tout ce que vous faites. Merci à tous.